Oups. Je me suis perdue. Je t'ai perdue. Oh, waouh. Bon, on a perdu Lisa Lou. Je te vois plus. Attends. Ah, ça y est. Elle va revenir. Ah mince. Tu me vois? Ouais, elle est là, oui. Alors, bonjour à toutes. Voilà, aujourd'hui pour l'interview, exceptionnellement, ce n'est pas une entrepreneuse, c'est une comédienne, Lisa Lou Haït El Hadj. Alors, j'espère que je prononce bien. Je l'ai connue grâce au défi brutal de Alexandra Martel. Et je suis vraiment très heureuse de la recevoir ici en interview. Donc, on va commencer. Bonjour Lisa Lou. Peux-tu te présenter? Oui, alors, eh bien déjà, je vais me présenter en réagissant à ce que tu dis par rapport au fait que je suis pas une entrepreneuse. Je suis comédienne et du coup, par extension, je suis entrepreneuse parce que les comédiens, ils ont une entreprise et c'est leur personne en fait. On est notre propre produit et notre propre entreprise et on doit se vendre et on doit se vendre auprès des directeurs de casting, on doit se présenter en casting sur des rôles et tout ça. Donc, on est quand même un peu une entreprise quelque part. On fonctionne avec des cachets, employeurs et tout, mais c'est quand même plus proche de la logique entreprise que de la logique employée, quoi. Voilà. Donc, qui je suis? Je suis une comédienne du sud de la France. Je joue seuls en scène et je joue dans des films aussi, tout plein de personnages. Voilà. Et puis, je fais aussi un peu de figuration sur des programmes du coin. Voilà. Alors, comment elle est née cette vocation? Je suis née avec, en fait. Alors, je ne saurais pas trop dire comment, mais c'est venu comme ça. Quand j'étais petite, j'étais fascinée par les films, par les histoires. J'ai toujours voulu raconter des histoires, mais pour une raison qui m'échappe encore, pendant moult années, je ne me suis pas écoutée par rapport à ça. J'ai fait mon coming out d'artiste à l'âge de 30 ans. Donc, quand même, il a fallu attendre 30 ans pour que j'assume que j'aime ça et que j'ai envie de me former là-dedans et que j'ai envie d'en faire mon métier. Parce que le début de ma vie, j'ai essayé de faire autre chose. J'ai eu plein d'autres métiers. Et voilà, mais sinon, c'est venu comme ça. On aime la comédie, on aime le théâtre, on aime les films. D'accord. Voilà. Donc, tu t'es formée, t'as pris des cours de comédie, enfin oui, d'acting, je sais pas comment on dit, mais Ouais, j'ai pris des cours de théâtre et des cours d'acting. C'est bien la distinction que tu fais parce que c'est pas du tout la même chose. Enfin, ça reste, ça reste du jeu d'acteur, mais c'est pas du tout le même univers et le même exercice quand on est sur les planches, quand on est en théâtre, que quand on est face caméra. Et on joue pas du tout de la même manière, on ne vit pas les choses de la même manière. Et voilà, donc j'ai pris des cours des deux. J'ai fait des stages. J'ai pas fait de longue école de théâtre, de conservatoire, de trucs comme ça, puisque je me suis réveillée à 30 ans. Donc voilà. Donc j'ai fait des stages. J'ai fait l'acting class à Montpellier et j'ai fait l'atelier du One à Saint-Jean-de-Védas. Donc les deux, c'est dans le sud de la France, voilà, aux alentours de Montpellier. d'accord. Alors, dans quoi as-tu joué jusqu'à présent? Alors j'ai joué dans 11 courts-métrages, dont la majorité étaient des courts-métrages étudiants. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a eu un des courts-métrages dans lesquels j'ai joué qui a remporté le prix coup de cœur du jury sur le concours Grand Angle de la Maïf. Donc, celui-là, il est toujours accessible sur YouTube. Il faut taper le titre, je crois, du film, ça suffit, ou Grand Angle. Grand Angle, c'est le nom du concours. Et le nom du film, c'est une petite histoire de biais.
Voilà. Mais voilà, j'ai joué sur des courts-métrages d'étudiants et amateurs majoritairement pour le moment. D'accord. Et Ah, tu as aussi, fait de la figure. j'ai fait un petit rôle pour Candice Renoir il y a 2 semaines. Je fais une Ah oui, flic. parce que j'avais pu voir sur Instagram. Ouais, j'ai ça, je l'ai oublié. Ok. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce métier passion? Alors, moi, personnellement, après, c'est vraiment, ça engage que moi, hein. Moi, ce que je trouve difficile dans ce métier, c'est que l'amalgame est trop fort entre l'aspect professionnel et l'aspect passion. C'est un métier dans lequel, pour gagner de l'expérience un petit peu, pour faire nos armes, on est obligé de travailler gratuitement sur des projets étudiants, amateurs. Malgré tout, malgré une certaine quantité d'expérience qu'on va acquérir, on n'a pas forcément accès à, à des petits rôles ou enfin à une porte d'entrée dans l'industrie. Il faut vraiment, il y a un vrai, comment dire, il y a un vrai obscurantisme par rapport à comment on rentre dans ce milieu-là, comment on commence une petite carrière. Parce que je parle pas de percer, de devenir une star et tout ça, hein. Je parle juste de simplement de trouver des dates, des cachets, de trouver des petits rôles. Parce que l'essentiel de ce qu'on regarde à la télé, au cinéma, enfin, il y a énormément de petits rôles qui se jouent, des gens qui ont trois, quatre répliques à droite, à gauche. On est concentré sur les rôles principaux, mais à côté, on a besoin de tous ces personnages-là secondaires. Et tous ces rôles-là, on n'y a pas forcément accès parce que c'est des directeurs de casting qui vont les proposer à leur connaissance, aux comédiens qui connaissent, qui ont déjà de l'expérience. Et ça fait un peu un cercle vicieux de comment on fait pour entrer dans cette boucle. Donc moi, c'est ça que je trouve le plus difficile, c'est que tant qu'on n'est pas rentré dans cette boucle-là, et ben, l'entièreté du monde considère qu'on est dans de la passion, alors que c'est vraiment un travail, c'est un vrai métier, et que même quand on travaille sur des courts-métrages étudiants, on travaille sérieusement, on apprend un texte pareil que si on allait le faire sur un programme télé, par exemple. Euh, on apprend le texte, on travaille notre personnage, on travaille notre jeu, on fait des italiennes, enfin des lectures avec ses partenaires. On est à fond dedans, quoi. On a envie de rendre une belle performance et de servir l'histoire. Donc, moi, c'est ça que je trouve le plus difficile. Voilà. Il y a un peu un parallèle avec la vie entrepreneuriale où des fois aussi on doit donner du gratuit pour Ouais. aussi avoir des clients. Enfin, c'est peut-être aussi moins dur quand même que toi, parce que c'est vrai que voilà, c'est peut-être aussi on a un milieu peut-être un peu plus ouvert, mais ouais, il y a un petit parallèle là-dessus. Comment t'es-tu sentie la première fois que tu t'es trouvée devant une caméra? Alors, la première fois que je me suis trouvée devant une caméra, j'ai rien senti du tout. Tout simplement parce que ben, j'étais à fond dans mon personnage, dans mon jeu, dans mon instant présent. C'est surtout après, quand j'ai vu les images, que là, ça m'a fait bizarre. La première fois que je me suis vue en image, euh, waouh, j'ai été très étonnée déjà de mon apparence, de ce que je renvoie, de ce que je dégage, de ce qui se passait à l'écran. Parce que je suis de base très cinéphile, je regarde énormément de films, de séries, etc. Et là, soudainement, me voir moi en image, c'est comme si j'étais passée au travers de l'écran. Donc, c'était très déroutant, ni, euh, euh, ni malaisant, ni non plus euphorisant, juste étonnant, quoi. Ça fait bizarre. Ça fait juste bizarre. Mais sinon, après, en soi, être face à une caméra, c'est beaucoup plus intimiste qu'être sur scène face à un public, je trouve, personnellement. Je suis plus à l'aise avec la caméra. D'accord. Et as-tu des conseils pour maîtriser le track et lesquels? Parce que tu n'as pas le track quand tu es devant enfin, quand tu commences à jouer, quand tu devant la caméra, il n'y a pas un petit, je sais pas, un petit frisson, quelque chose? Alors, j'ai le trac en théâtre, mais pas en caméra.
Euh, je sais pas trop pourquoi je n'ai pas le track en caméra. Je pense que c'est parce que j'ai très conscience de l'aspect matériel de la chose. C'est vraiment pour moi une caméra, c'est vraiment un objet euh, inerte. Il y a pas de, la caméra n'a pas de conscience, elle n'a pas de jugement. Euh, Enfin, c'est juste un objet en fait, la caméra. C'est ce qu'on va faire avec les images qui derrière peuvent nous rendre fébriles ou douter, mais tant qu'on est seul avec la caméra, il y a pas de, on est seul avec une machine en fait. Il y a pas de, enfin, je ne sais pas si ça peut aider de penser à ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont le trac parce qu'ils se mettent la pression de les gens qui vont voir ces images. Mais ça, c'est une autre étape, ça. Peut-être pour ça. Et peut-être que ça pourrait aider de dissocier le moment où on est face à la caméra. Là, par exemple, j'ai un objet, en fait, qui, j'en fais ce que je le fais tourner, c'est rien du tout, c'est juste mon téléphone qui est en mode vidéo. Par contre, effectivement, là, ce que toi, tu vas faire de cette interview, derrière, ça peut, peut-être qu'il y a des gens qui se laissent parasiter par ça. Mais là, moi, je suis dans le moment maintenant, en fait. Je suis juste en train de te parler à toi au travers d'un objet matériel. Donc, je ne sais pas si ça peut aider de penser comme ça. Je pense que oui. En fait, moi, je le pensais aussi un peu comme toi. En fait, il y a la vidéo. Donc, là, quand je fais une vidéo, OK, c'est voilà, je peux recommencer à l'infini. Et après, Ouais, quand je suis en live, c'est un petit peu différent parce que je sais que normalement, il peut y avoir des personnes qui me regardent en direct. Et c'est peut-être, voilà, ça change. C'est peut-être aussi un peu comme quand ouais, on est, quand tu es au théâtre, où tu as les gens directement en face de toi. Et là, ben voilà, il y a peut-être oui. plus un peu de pression parce que les gens, ils réagissent tout de suite. Et tu peux pas Là, oui. recommencer. Hein. Là, oui, c'est vrai, en Et là, théâtre, j'ai le trac, par contre, hein, ouais. comment tu le maîtrises du coup en théâtre? Tu as des exercices avant Ouais. Alors, moi, je suis une très, très grosse traqueuse. Enfin, j'ai le trac, j'ai un trac paralysant, c'est-à-dire que quand je me laisse envahir par le trac, mon corps peut se figer indépendamment de ma volonté. Donc ça peut être très très handicapant finalement. Je ne peux plus rien faire si jamais je me laisse envahir. Du coup, pour l'instant, le truc que je trouve qui marche pas trop mal, c'est vraiment de me concentrer sur quelque chose de palpable ou de matériel. De tripoter quelque chose, enfin, je sais pas, une balle relaxante ou un stylo ou un truc avant de monter sur scène, hein, je parle. Enfin, avoir quelque chose de physique, en fait, de fiable, qui bougera pas. Le stylo, par exemple, avoir un stylo à tripoter, moi, je trouve ça rassurant. Après, je sais pas si ça peut marcher pour les autres, mais moi, ça m'aide pas mal. Ça, me concentrer sur ma respiration aussi, pas mal. Parce que si je me concentre sur j'ai tendance, si tu veux, moi j'ai tendance à, quand je parle, je me précipite beaucoup, je vais parler très vite et je vais être capable d'enchaîner beaucoup de phrases très très vite. Alors que si je prends le temps de bien respirer, eh ben, je vais parler plus lentement. Et si je parle plus lentement, j'ai plus de temps pour accéder à ma mémoire et aux choses que je dois restituer. Un texte, euh, je sais pas, ou même en impro, des, euh, des choses que je vais dire en y pensant tout de suite, tu vois. Si je prends le temps de bien respirer, ben, j'ai un petit temps de réflexion supplémentaire. Voilà, parce que je ralentis. quelles sont les techniques que tu as mises en place pour booster ta confiance en soi? Je me suis mise aux réseaux sociaux. Et Tu sais pourquoi? Ben, parce que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment double tranchant. Tu as des gens qui peuvent être adorables et tu en as d'autres qui peuvent être des vraies raclures. Vraiment, tu as des gens qui peuvent être d'une méchanceté phénoménale avec toi sur les réseaux sociaux. Du coup, je trouve que c'est un terrain super, super hors de la zone de confiance, un peu danger, sans vraiment qu'il y ait de vrai danger. Parce que c'est pas comme ça reste virtuel, ça reste que des mots, ça reste.
je vais pas me faire tuer par quelqu'un au travers d'un écran. Donc, ça reste safe. Mais du coup, en se mettant aux réseaux sociaux, ben, ça nous apprend enfin, moi, personnellement, ça m'apprend à m'assumer vachement, en fait. J'assume des choses et surtout, je m'expose au fait de proposer des choses qui ne vont pas plaire à certaines personnes et à côté, découvrir que certaines choses que je propose, que je pense, que j'aurais pensé qui ne plairaient pas, plaisent à d'autres personnes. Ça me permet de me remettre à ma place par rapport au fait que je suis pas le meilleur des juges concernant le contenu que je peux proposer, en fait. C'est souvent ça, ouais. Mm. Voilà. Du coup, ça me permet de prendre confiance en moi parce que du coup, je diminue la confiance que j'ai dans mon auto-jugement. Je me fais moins confiance dans mon jugement. Ben, du coup, ça me libère de ce poids du doute, de la peur du regard des autres et tout. Voilà. Donc, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook. Ouais. Depuis récemment, TikTok, je découvre. Je plane un peu, hein. Je suis encore très, très, très dans les nuages sur ce truc parce que je comprends pas vraiment bien comment ça marche. Mais c'est pas grave, j'essaye de suivre le rythme. D'accord. Alors, et pour l'élocution, y a-t-il des trucs pour bien s'exprimer? Justement, pour pas bafouiller, pour bien articuler les mots. Ouais. Alors, pour pas bafouiller. Alors, comme petit exercice, moi que je connais, c'est de mettre un stylo dans la bouche. Ça, je le fais quand je répète un texte, par exemple. Je mets un stylo ou un crayon ou une brosse à dents dans la bouche, je serre les dents et je dis mon texte comme ça. Enfin, encore ça, en fait. Donc, je dis tout mon texte comme ça. Comme ça, après, quand je l'enlève, je le redis mon texte et là, c'est plus clair, c'est plus. Voilà. Sinon, autrement, ce qui peut aider, bah déjà, c'est de désacraliser l'addiction, c'est-à-dire avoir moins la pression de se dire qu'il faut bien articuler. Parce que plus on se dit qu'il faut bien articuler, et plus eh ben, on se crée des petits blocages qu'on n'aurait pas en temps normal, en fait. Donc, il y a ça. Et le dernier des trucs, ben, c'est les phrases, les espèces de phrases de prononciation. Les chaussettes de l'archiduchesse, est-ce qu'elles sont sèches ou archi-sèches? Panier, piano, ces trucs comme ça, c'est plus à faire régulièrement qu'à faire avant une prise ou un tournage ou une scène. Parce que si on fait des paniers, piano avant une scène, on risque de se casser la confiance en soi parce qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à le dire, et du coup, on se crée du stress pour rien. C'est plutôt à faire à distance. D'accord. Ok. Et alors, comment justement pour tes textes, comment fais-tu pour les retenir? Et y a-t-il une technique pour retenir quand tu Alors, apprends? Voilà. alors moi, j'ai une espèce de tambouille à moi, mais qui marcherait probablement pas sur... En fait, je pense vraiment qu'au niveau de la mémoire, on est tous uniques. On a tous une manière différente d'apprendre les choses. Et c'est vrai que moi, pour retenir un texte, j'ai d'abord besoin de m'en imprégner en le lisant et de m'imprégner surtout du contexte, de me créer une histoire et une espèce de carte émotionnelle qui va avec. S'il y a des émotions, des choses comme ça va m'aider à retenir des mots-clés, des phrases clés. Donc, il y a ça. Ensuite, sur les passages un peu techniques où vraiment, c'est vraiment du par cœur et qu'il n'y a pas spécialement d'émotion. Parce que, par exemple, j'ai joué une avocate il n'y a pas très longtemps. Il y avait un passage, un gros pavé bien technique avec des mots bien compliqués. Donc, ça, pour retenir ça, ben, je fais la loi des 10. Je le lis 10 fois, je l'écoute 10 fois et je l'écris 10 fois. Et si au bout de 10 fois, ben, j'ai toujours pas retenu, bon, en général, je l'ai retenu au bout de 5, hein. Mais voilà, c'est l'objectif. Et si au bout de 10 fois, vraiment, vraiment, ça rentre pas, là, il faut se poser des questions sur la concentration, le stress, le sommeil, ou c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais 10 fois, c'est vraiment, on le sait, au bout de 10 fois, hein. D'accord. Ok. En tout cas, moi, c'est comme ça.
Et une comédienne doit travailler son estime de soi. Comment fais-tu? Alors, moi, je mets l'estime de soi et la confiance en soi différemment. Alors, je ne sais pas pour toi. Si, tu as raison, c'est différent. Euh, L'estime de soi, pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment, c'est une attitude, c'est dans le faire, c'est dans l'agir. Alors que l'estime, c'est plus dans le reçu, dans la perception, dans qu'est-ce qu'on reçoit de soi-même, en fait. Euh, pour moi, l'estime de moi-même, je la travaille au travers de ce que je suis prête à refuser, être capable de dire non à des choses, à des gens, quand ça me va pas, quand ça me convient pas, quand je peux pas. Donc voilà, me respecter, en fait. M'écouter, me respecter, et puis surtout me lâcher la grappe, en fait. Vraiment, ça fait partie du respect aussi, mais enfin, ça m'arrive régulièrement de me dire, ouais, je suis un peu dure avec moi-même. Là, je vais me laisser tranquille là. Je vais me prendre une journée, je vais me prendre 1 heure, je vais me prendre 2 heures. Je vais faire une sieste, même si c'est une heure improbable, ou je sais pas. Je vais faire un truc cool pour me pour me détendre. Euh, voilà, en mode vraiment, je me laisse tranquille là, quelques temps là, et après je m'y remets, plutôt que d'être trop dur avec soi-même, quoi. Alors, et pour ton personal branding, l'image que tu renvoies de toi sur les réseaux sociaux, comment t'y prends-tu et qu'as-tu choisi comme angle d'approche? Alors j'ai choisi l'angle de un mélange de intuition, spontanéité. En fait, sur les réseaux sociaux, j'ai envie de produire du contenu qui me plaît à moi. Du contenu que, ben, si moi, je me connaissais pas, est-ce que j'aurais envie de me follow, en fait? Est-ce que j'aurais envie de me follow? Et du coup, j'essaye de suivre ça. Euh, alors, des fois, quand même, ça m'arrive souvent de me renseigner un petit peu sur les bonnes pratiques. Par exemple, bah, comment ça fonctionne les hashtags, qu'est-ce que c'est que le storytelling, comme d'ailleurs on s'était rencontrés sur ce défi brutal de la création de contenu. Bah, par exemple, j'ai suivi ça vraiment par curiosité. J'étais pas du tout dans ce délire-là. J'avais envie de découvrir ça un petit peu, d'avoir des infos, des tips et tout, et puis d'explorer, quoi. Ça m'a vachement amusée. Et du coup, ouais, je suis un peu au jour le jour, brique par brique. J'essaye des choses, je découvre des choses. Euh, voilà, mais pour moi, c'est super important de publier quand on a quelque chose à publier et de pas le post pour le post, le truc, ça, moi, j'aurais pas envie de follow ça, en fait. Du coup, j'ai pas Tu envie d'imposer ça. Voilà. Donc, si jamais ben, ça doit arriver qu'il y a une semaine et il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de story, il n'y a pas de publication, ben, tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis pas tout le temps H24 sur mon téléphone. Et puis à d'autres moments, ben, je vais essayer d'être régulière parce que j'ai beaucoup de contenu et j'ai pas envie de tout balancer d'un coup parce que j'ai pas envie de saouler les gens ou de, ou de faire ou que ça fasse trop de contenu d'un coup. Ben, je vais échelonner un petit peu enfin, parler de ces différentes choses que je fais sur le long terme. Et du coup, je vais avoir du contenu régulièrement pendant un temps. Et puis ensuite, plus rien parce que, ben, je sais pas, j'ai pas fait de contenu. Mais j'essaye d'être cool avec ça. C'était pas trop le cas au tout début quand j'ai commencé. J'étais là en mode, ouais, une story par jour minimum, une publication tous les 2 jours. Il faut regarder les likes, il faut regarder les follow, il faut regarder les enregistrements. Et assez vite, je me suis rendu compte que c'était trop lourd. Enfin, fonctionner comme ça, c'était pas pour moi. Du coup, j'ai pris de la distance un petit peu, je me suis relâchée, je me suis dit, maintenant, je vais partager, publier des choses que vraiment j'ai envie de partager. Parce que c'est des trucs dont je suis fière, des trucs qui me plaisent, qui me donnent une bonne image de moi-même, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ok.
Super. Quel conseil aurais-tu pour une entrepreneuse afin qu'elle travaille son image? Pour une entrepreneuse qui travaille son image, C'est ce qu'elle donne, en fait, ce qu'elle montre d'elle, hein. d'accord. Alors moi, je dirais que, enfin, à mon humble avis, euh, je pense qu'il faut se poser des questions. Je pense qu'il faut se poser au moins 3 questions. Euh, c'est quoi mon produit? C'est quoi le public que je vise? Et c'est quoi l'éthique que j'ai envie de partager entre mon public et mon produit? En tout cas, c'est comme ça que je me traite moi-même en tant que comédienne produit de l'industrie cinématographique. Moi-même, je me questionne régulièrement sur qui je suis, enfin, qu'est-ce que je propose en gros, qui je vise et quelles sont les valeurs qui créent le lien entre les deux, que j'ai envie de partager. Mais justement, les valeurs, quelles sont tes valeurs? C'était la question suivante. Alors, la première de toutes les valeurs, je pense, qui me domine, c'est la justice. J'ai un sens très, très aigu et un besoin très, très aigu d'être dans le juste, d'être dans le juste, d'être dans le vrai aussi, dans l'humain. En fait, je suis quelqu'un de très sensible et de très facilement touchable. Du coup, pour moi, c'est important régulièrement de, de se sentir à sa place dans l'honnêteté, en fait. De sentir que ben là, ce que je fais, ces efforts que je fournis, c'est honnête. Ou là, quand je vais acheter ce produit-là, ben, par exemple, j'ai bien envie de savoir si ça pollue, si c'est cruelty-free, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence contre les animaux. Tu vois, ces choses-là, c'est important pour moi que cette justice-là, en fait, par rapport à l'écologie. Et en même temps, je suis pas une maniaque non plus. Je suis pas, enfin, je veux dire, j'ai du plastique chez moi, voilà, je consomme de la viande, mais j'essaye un petit peu d'être dans une balance qui tend vers une manière de vivre de plus en plus juste, honnête et durable. Vivre longtemps. As-tu des projets pour 2020-2021? Et si oui, lesquels? Oh là là, il y en a tellement. Alors, bah, déjà 2021, il reste plus que la moitié d'une année. Ah oui, bah oui. 2020, c'est passé. Oui, Et non, mais j'ai compris, tu veux dire 2021, 2022, quoi. voilà. Euh, ouais, non, mais j'ai beaucoup de projets. Déjà, dans un premier temps, je voudrais. Je travaille actuellement sur le scénario d'un long métrage. Je voudrais l'aboutir avant, voilà, enfin, courant 2022. Grand maximum mi-2022. Je me donne un an, en fait. J'aimerais l'aboutir. J'aimerais terminer de l'écrire et puis commencer voilà, à le proposer. Deuxièmement, j'ai envie de démarrer ma carrière d'actrice enfin. Donc vraiment petit à petit grappiller du réseau, voilà, rencontrer des gens, continuer de faire des stages, continuer de faire des courts-métrages, peut-être d'un peu plus haut niveau, peut-être arrêter les courts-métrages étudiants de première et deuxième année et me focus uniquement sur les dernières années pour les étudiants. Euh, voilà. Donc des projets comme ça. Je vais partir en vacances cet été, je m'offre des vacances, que ça fait un an que j'ai pas de vacances, là je suis fatiguée. Voilà. Et puis il y a un projet de déménagement aussi. Donc, D'accord. donc voilà, on Rester en est dans le là. sud, monter vers Paris. Non, pour l'instant, je vais rester à Montpellier parce que ben, je commence à avoir un tout petit peu de réseau à Montpellier, enfin dans le Ah, sud. Donc je vais l'entretenir un petit peu, ça. Mais par contre, je suis mobile sur Paris, hein, je monte, hein. Je vais faire des castings sur Paris, enfin, il n'y a pas de souci, quoi.
Mais c'est vrai qu'au niveau de l'habitat, pour l'instant, ouais, on reste à Montpellier. Ouais. Alors, une question, enfin voilà, c'est pas une question, c'est le mot de la fin. Je la pose toujours à la fin de mes interviews. Ton mot de la fin, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ce que tu veux. Alors, ça va être Keep Shining. Je sais pas si tu le vois, hein, ou si c'est à Ouais, si, l'envers. si, je le vois. C'est bon, je le vois. Keep Shining. C'est mon mot de la fin et c'est mon leitmotiv quotidien. D'accord, ok. Briller. Ouais. Bah, ouais, je pense que, voilà, que les comédiennes, les entrepreneuses, voilà, on a besoin de briller et c'est vraiment, ouais, c'est un très joli mot de la fin. Bah, je te Ouais. remercie beaucoup, Lisa Lou. Merci à toi. Merci. Avec plaisir. La prochaine interview, ça sera donc une créatrice de site internet, un domaine complètement différent. C'est Michel Scoy que j'aurai l'occasion d'accueillir pour la prochaine interview. Merci encore. Et puis, je te souhaite plein de belles choses dans ce beau métier de comédienne. Merci. Bisous. À bientôt.